c'est bon, regardez encore une fois la magnifique illustration signée Jordan. Je vous envoie dans le chat, si vous ne l'aviez pas déjà lu, vu, et gardé sous le coude, si ce n'était pas déjà lu, la preview, bien évidemment, des Pels signée Vincent. Vincent, à demain, il me semble, avec Benjamin. Déjà lu, nous dit Kyo. Eh ben, c'est parfait. Pour tous ceux qui voudraient, bien sûr, dans la rediffusion YouTube, vous la retrouvez dans la description et le commentaire épinglé, si j'ai le temps de le rajouter. La preview, du coup, potentiellement à 4 mains. Je ne suis pas sûr, c'est Vincent qui est l'auteur, mais à vérifier, il y a peut-être eu de l'aide de la part de Benjamin. Donc voilà, on les salue tous les deux. En tout cas, quoi qu'il arrive, les deux font un très bon travail sur QI, bien sûr, donc allez lire ça. Cette preview vidéo sera bien sûr loin d'être exhaustive. J'ai essayé de synthétiser quelques points qui me semblaient très intéressants et on va pouvoir en débattre avec vous tous dans le chat. Petit résumé du coup de la saison des Pelicans, la saison passée, bien évidemment. On commence toujours par une petite introduction. Énorme momentum, j'ai envie de dire d'abord, pour la franchise, pour l'équipe, après des débuts. On peut le dire, je suis désolé les fans des Pels qui sommes là dans le chat, mais des débuts infâmes. Des débuts infâmes, 2 victoires au bout de 15 matchs, il me semble. C'était horrible le début de saison de ces Pels l'an dernier. On avait très peur que ça se finisse, mais vraiment comme pas permis, avec une des plus belles opérations de tanking non voulues. Finalement, petit à petit, Ingram notamment s'est réveillé. Les Pels ont monté en puissance. Ils ne pouvaient pas vraiment aller plus bas, mais ils ont quand même réussi à créer du momentum. La trade deadline a marqué aussi un tournant, très clairement, dans la franchise, puisque il y a eu pas mal de mouvements. Les départs, notamment de Josh Hart, de Nickel Alexander-Walker, et je fais quand même la petite dédicace à Elorn, de Thomas Satoransky pour notamment CJ McCollum, Larry Nance Jr., Tony Snell, avec peut-être, il me semble, d'autres petites pièces à ajouter dedans, je me souviens plus tellement, mais en gros, c'était quand même le plus gros du transfert, ce qui créait donc du coup un trio, McCollum, Ingram, Valanciunas, entouré des rookies Herb Jones et Alvarado, et une surprise de fin de saison jusqu'au play-in avec la qualification en play-in sur 2 matchs, non pas 1 mais 2 matchs bien évidemment, puisqu'il partait du plus bas niveau de qualification permis, contre les Spurs d'ailleurs, et ensuite contre les Clippers, et ce n'était même pas fini, puisque même en play-off, face aux Suns, pourtant premiers et qui roulaient sur la ligue, eh ben, ces Pelicans ont montré de très belles choses, avec vraiment des rookies extrêmement intéressant du côté défensif du terrain, notamment un Brandon Ingram de feu qui est vraiment passé un cap la saison dernière et on va pouvoir y revenir, et puis une alchimie, un team fight incroyable. C'était vraiment une très belle surprise la saison passée et la fin de saison passée, ces Pelicans, et des Pelicans qui du coup cette intersaison retrouvait Zion Williamson. On en a parlé un tout petit peu au tout début de ce live, histoire de patienter. Zion qui revenait hier soir, bien sûr en pré-saison, et qui montrait en plus qu'il avait vraiment travaillé sur son physique et était en pleine forme. Beaucoup de choses qui ne font qu'augurer du bon chez ces Pels, qu'on va forcément attendre au tournant, mais plutôt de manière positive. On attend un décollage imminent pour la franchise, qui, bien sûr, est sous les meilleurs auspices en ce début d'année. Je crois qu'on est sur du 2 défaites sur 15, nous dit Kyo, sur le début de saison, la saison passée. Voilà, les choses ont bien changé. On en vibre encore, nous dit What the fuck Baby Boy, de cette fin saison. We gonna fight. Voilà, c'était le message, bien sûr, à l'époque. Bien sûr, comme d'habitude, on va faire un petit tour du roster. Je vais vous afficher la preview, la voici, retrouvez bien sûr sur QIBasket.net, encore une fois, je ne vous le répète pas, le roster. Donc avec vous le voyez, finalement peu d'arrivées et peu de départs, l'intersaison a été plutôt calme, mais on reste sur on reste sur le fait de surfer sur la bonne vague de la fin de saison. Globalement, je vais vous citer tous les joueurs et on va revenir après dans le vif du sujet. Au poste de meneur, on pourra compter sur José Alvarado, Dyson Daniels, rookie dont on va parler, Devonte Graham, Kira Lewis Jr., Dereon D. Brown. Au poste d'arrière, Isaiah Brockington, CJ McCollum,
John Petty Jr., Dequan Plowden, Garrett Temple, au poste d'ailier, Brandon Ingram, Najee Marshall et Trey Murphy, 3e du nom, alors que je passe mon portable en mode avion, excusez-moi. Au poste d'ailier fort, Herbert Jones, Herb Jones pour les intimes, bien évidemment, Larry Nance Jr. et Zion Williamson. Au poste de pivot, Jackson Hayes, Willie Hernan Gomez et Jonas Valanciunas. Un roster du coup pratiquement pas changé, très peu de mouvements cette saison, hormis, je vous le teasais un petit peu, un nouveau rookie, puisque les Lakers avaient la très bonne idée de faire une saison calamiteuse, et du coup offraient leur pick de draft aux Pelicans. Alors ça, ce n'est pas du tout pour me déplaire en bon hater des Lakers, j'ose l'admettre. Et ça ajoutait bien sûr au bonus de la fin de saison chez ces Pels-ci. Les Pels qui sélectionnaient Dyson Daniel, un choix intéressant, puisque un choix qui est clairement du côté du spectre potentiel, avec un plafond intéressant, mais un plancher plutôt bas, et un rookie clairement à développer sur pas mal d'aspects du jeu, qui néanmoins, dont le fit néanmoins est plutôt intelligent du côté des Pels, puisque on va le voir, et d'ailleurs je me permets du coup de vous envoyer comme d'habitude le profil envergure, les gars d'envergure qui font toujours un très bon taf au niveau des profils de draft. Je vous envoie également, et je vais vous diffuser ça en fond pendant que j'en parle, un petit scouting report ricain d'une vidéo d'une chaîne YouTube spécialisée là-dedans, qui est plutôt pas mal, bien qu'un petit peu sous le versant optimiste. On l'a déjà vu et on en parlait déjà sur certaines précédentes previews. Dyson Daniel donc, qui s'il a une tête un petit peu de tueur, on peut le dire, est un profil intéressant, encore une fois à polir, beaucoup sous l'égide du potentiel, mais qui montre de belles choses. Alors en première chose, surtout du côté du playmaking. C'est un meneur qui, en termes de playmaking, est plutôt très intéressant. D'ailleurs, je vais vous passer un petit peu la vidéo plus loin pour vous montrer directement les aspects playmaking. Voilà, ce sera plus intéressant pour faire correspondre les highlights à ce que je dis. Niveau playmaking, c'est vraiment intéressant parce que c'est un joueur qui va pouvoir exécuter des lectures simples comme assez avancées. Alors, la manipulation de défense n'est pas encore complètement élite, bien évidemment ça reste un jeune joueur, mais il y a beaucoup de lectures très intéressantes et d'exécution en termes de playmaking très intéressantes. Bien sûr des choses simples comme le drive and kick ici, mais des choses plus intéressantes comme des renversements à l'opposé après un pick and roll et l'anticipation d'une aide. Il y a pas mal de choses très, très bonnes comme ça, même dans le mouvement, sur transition également. Bref, c'est son point fort avant toute chose, et c'est une chose dont les Pelicans manquent assez clairement, puisqu'ils n'ont pas vraiment de profil d'extérieur meneur très playmaker. Donc le fit est plutôt intéressant à ce niveau-là. À côté de ça, c'est un meneur qui, s'il n'est pas de très grande taille, 1m98 il me semble, c'est quand même très respectable pour un meneur, mais qui n'a pas en tout cas des qualités athlétiques incroyables, a une envergure intéressante et du coup un potentiel défensif lui aussi intéressant. On peut imaginer à terme bien sûr qu'il puisse avoir une défense switchable, donc sur potentiellement plusieurs postes sur le backcourt, et qui pourrait être une défense polyvalente. C'est un joueur assez intelligent qui donc off-ball et sur les aides peut bien lire les lignes de passe, anticiper certains mouvements et bien venir aider au bon moment dans les bons timings. Donc ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant il y a des choses à améliorer dans l'intensité, l'implication, la navigation sur les écrans et tout le reste du terrain. Il est assez frustre offensivement globalement, et comme je l'ai dit, le shoot à 3 points par exemple est une grosse faiblesse là pour le coup. Donc est-ce que ce sera potentiellement améliorable? Je sais que chez les Pels il y a un très bon coach sur le shoot qui s'était notamment occupé de Lonzo Ball à l'époque, et on sait que Lonzo Ball a eu une vraie progression sur le shoot et qu'il partait d'assez loin. Est-ce qu'il va pouvoir en profiter? Pourquoi pas. En tout cas c'est un potentiel intéressant, un fit intéressant du côté des Pels, mais qui devrait prendre un petit peu de temps. C'était du bonus, ça vient des Lakers, on ne s'en plaindra pas. Et puis je vais voir un petit peu ce que vous pouvez en dire dans le chat, avant de passer bien sûr à la suite et de rentrer un petit peu plus
dans toutes les interrogations qu'on va pouvoir avoir sur l'équipe, toutes les affirmations aussi qu'on va pouvoir faire sur l'équipe de manière un petit peu plus consistante. On commençait tranquillement avec ce rookie dont je laisse les highlights pendant que je chope ce que peut me dire le chat. Je pense pas qu'il aura des minutes cette saison, nous dit Lorenzo VSR. Guillaume qui nous dit aspirateur à ballon en défense. Alors, j'ai heureusement qu'il y ait eu le MDR de Kyo derrière, mais effectivement, très bonne vanne. On valide. Voilà, j'aime beaucoup le profil du genre, je peux un peu tout faire, nous dit Kyo. Effectivement, comme nous disait Lorenzo, peut-être pas des minutes tout de suite cette saison, quoique on en discutera à la toute fin de la preview, mais il y a des choses sur lesquelles je suis quand même très curieux de voir quelles vont être les rotations de ces Pels-là, notamment sur le backcourt. Je pense qu'il y a des choses potentiellement à tenter dans la saison. Si vous avez un petit peu de marge, j'aimerais bien voir on peut imaginer pas mal de choses intéressantes, je trouve, avec cette équipe. Donc, à surveiller, bien évidemment, pour Dyson Daniel, le bien nommé aspirateur à ballon. Voilà, on va arrêter là-dessus et on va continuer. Moi, je pense qu'il peut jouer s'il y a le côté cérébral déjà prêt. Et puis, il faudra voir, voilà, selon l'entourage. Je pense que ce qui va être intéressant avec votre trio offensif, bien sûr, McCollum, Ingram, Zion, c'est que y a certaines faiblesses, notamment offensivement pour certains joueurs, et notamment, bien sûr, notre bon Dyson Daniel, eh bien, elles pourront être assez camouflées, ou en tout cas moins importantes. Et donc, peut-être que ça peut être l'occasion d'essayer des choses et de cacher certains joueurs. Donc, je me dis, pourquoi pas. Alors qu'on nous dit, et je vais arrêter là-dessus, je vais vous remettre bien sûr l'illustration signée Jordan et pouvoir redonner la place au chat. Et voilà. Trey Murphy 3 ne jouait pas car la transition au niveau du jeu a été très difficile l'année dernière, nous dit Kyo. C'est vrai, et pourtant, quelle gâchette Trey Murphy, mais on va en reparler encore une fois dans ces histoires de backcourt et de rotation. Trop bouché à la main, nous dit Lorenzo. Ah, bah ça va être intéressant, je suis très content d'avoir cet avis-là parce que on va y revenir dans l'instant et tu m'offres la parfaite transition, pardon, excusez-moi, à force de parler, on dit des bêtises. Et donc, un des points que soulevait Vincent dans la preview, et je vais vous la réafficher, ça va être justement cette idée du backcourt. Dans le backcourt, alors un problème de backcourt, un problème de playmaking potentiellement, j'ai noté de manière plus globale, avec, on l'a vu, donc José Alvarado qui entame sa seconde saison. Derrière, on a également, on va refaire un tour dans l'auteur, Devonte Graham, potentiellement à la main. D'autres joueurs comme Kira Lewis Jr., De'Aaron DeBron, Dyson Daniels donc, mais qui sont quand même des joueurs un petit peu moindres, plus jeunes, plus à développer et qui donnent beaucoup moins de réassurance. Quel meneur vous voyez starter? Alors bien évidemment, je pense que la corde est tenue par José Alvarado. Néanmoins, ça reste un jeune joueur et un joueur qui est plus orienté quand même du côté défensif, qui peut quand même un petit peu amener du spacing, une menace à 3 points et quelque peu de playmaking, malgré tout sa force bien sûr première et défensive, ce qui est intéressant du côté de McCollum. Est-ce que néanmoins il n'y a pas un petit manque de playmaking global, surtout quand on pense aux trois joueurs majeurs qui vont bien sûr animer l'offense de ces Pelicans, à savoir McCollum, Ingram et Zion. On pourrait en plus se dire que le manque de playmaking et surtout d'initiation collective vraiment pure et dure pourrait être un problème au vu de la distribution des tickets shoot des trois joueurs qui aiment à individuellement initier le jeu et scorer. On a trois profils de scoring first, bien sûr, pas playmaker dans l'âme. C'est une question qu'on pourrait poser. C'est une question qu'on pourrait imaginer la poser dans ce sens-là. Je la pose de manière un petit peu avocat du diable. Je la pose de manière un petit peu à faire à essayer je ne sais pas. Je n'ai pas les termes pour expliquer ça. Bref, c'est pas grave. Essayer de faire l'avocat du diable et essayer d'aller un peu à l'inverse de ce que je pense pour étayer le débat et voir si y aurait effectivement un problème. Je pense que ce serait sous-estimer les progrès de Brandon Ingram. Et d'ailleurs, je vous lance une vidéo à ce propos, signée Alex Hoops, qui est toujours intéressant dans ses analyses
quoique encore une fois un petit peu optimiste parfois et un petit peu over the top parce qu'il faut bien faire du contenu, malgré tout, qui pour le coup je trouve a plutôt raison, un potentiel chez Brandon Ingram, surtout de playmaking qu'on a vu la saison passée notamment encore plus, et qui ne tend qu'à être confirmé, mais qui était vraiment déjà un cap à passer pour l'ailier et qui semblait l'avoir passé. Il y a notamment dans la vidéo, et je vous incite vraiment à aller la voir, pas mal il montre quelques exemples d'actions, notamment sur du Spain pick and roll, où il y a des lectures vraiment avancées en termes de playmaking de la part de Brandon Ingram, qui sait et manipuler la défense pour obtenir le meilleur de cette tactique, dont on a déjà parlé d'ailleurs sur QI et dans les lives de playoff. Mais aussi parfois pour improviser, c'est-à-dire commencer un certain mouvement et finalement changer au milieu vis-à-vis de l'aide qui lui est attribuée défensivement pour pouvoir finalement décaler, etc. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant à aller voir. Vraiment un cap passé du côté de Brandon Ingram sur le playmaking. On peut donc imaginer entre lui et McCollum, qui certes est un scoreur first, mais qui sait un petit peu profiter des décalages qu'il crée pour distribuer la gonfle. On peut imaginer quand même qu'avec ces deux-là, on puisse avoir un niveau de playmaking suffisant. Et je pense que du coup, le manque potentiel de meneurs purement playmaker et très réassurance à ce niveau-là ne sera pas fondamentalement un problème pour ces Pels. D'autant plus que avec 3 joueurs de ce calibre offensif, on a un avantage certain en termes de gravité. Alors, en termes de gravité, déjà par rapport à McCollum et Brandon Ingram qui vont attirer la défense parce qu'on ne peut difficilement imaginer les laisser seuls parce que ce sont des joueurs très capables au shoot, mais également Zion qui sur le drive est une des forces les plus gravitationnelles de toute la ligue. On sait qu'à chaque drive il a tendance à aspirer complètement la défense. On a vu plein d'actions avec lui, et c'est pas Guillaume qui dira le contraire, où un simple drive de Zion attire 3-4 défenseurs dans la raquette, et donc optimise le spacing derrière avec une équipe des Pels qui sait très bien shooter à 3 points avec beaucoup de joueurs capables en termes de gâchettes derrière l'arc. Et donc, je pense que malgré tout, un manque potentiel sur le poste de meneur, on l'a dit, un manque potentiel de playmaking, en tout cas pas de profil de playmaker first, certes, mais d'un autre côté, beaucoup d'options à ce niveau-là et peut-être un manque pas si dommageable que ça pour l'équipe. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat, fan des Pels et non fan des Pels? D'ailleurs, pour moi, José est 3e meneur dans la hiérarchie. Sa défense est bonne, mais elle reste inégale par rapport à Dyson, qui a un potentiel de switch bien plus haut et offensivement, bien que José est assez surprenant, reste cependant un peu en dessous. Puis Zion a une gravité absolument folle, et sur chacun de ses prises de balles, Zion va créer des espaces monstres. On y revient, Kyo, je vois qu'on est d'accord. Là-dessus, je pense que peu de monde sera en désaccord. Non, tu sous-estimes José pour moi. Et oublie pas Graham. Alors effectivement, on parlait de Graham tout à l'heure. Lorenzo fait bien de le soulever. Je trouve que Graham a vraiment un profil plus scoreur. Alors, qui mettez-vous avant dans la rotation vis-à-vis de José Alvarado? Parce que pour moi, José Alvarado, tout l'intérêt, ça va être si on titularise CJ McCollum, bien sûr, d'avoir un penchant défensif sur le backcourt plutôt que 2 portes d'entrée, parce que c'est vrai que CJ McCollum n'est pas du tout, on peut le dire, réputé pour sa défense. Et donc, avoir un profil comme Devontae Graham qui est un petit peu doublon par rapport à CJ McCollum, en beaucoup moins bon, et qui, à côté de ça, ne donne aucune réassurance du côté défensif, je pense que le fit est à privilégier sur le talent, je pense en tout cas entre Graham et José Alvarado. Est-ce que vous voyez d'autres joueurs? Alors, qui nous dit Herb Jones sera à côté de CJ McCollum. Ça va être intéressant. Je plaçais Herb Jones peut-être plus au poste d'ailier et profiter du coup pour avoir un backcourt avec deux plus petits joueurs. Mais c'est effectivement une autre option que tu soulèves à raison. Et encore une fois, on va voir comment ça va se jouer dans les rotations. On va y revenir un peu plus tard. Exact. C'est intéressant d'avoir des mecs comme José et Tyson qui peuvent évoluer avec Graham et CJ. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut le voir en termes de doublons à chaque fois et de fait que l'intérêt c'est d'avoir une option défensive, une option offensive. Je pense que c'est le plus complémentaire encore. Il a été titulaire en 2 pendant une bonne partie de la saison de Dikio à propos de Herb Jones. C'est une option également. C'est ça moi que je trouve intéressant en tout cas, c'est qu'il va y avoir des options à
à aller regarder. Et on parlait beaucoup d'options défensives à côté de CJ McCollum, notamment au bas court. Mais l'aspect défensif du terrain, c'est l'autre difficulté de ces Pels. On ne va pas se le cacher. Alors que je reviens bien sûr sur la preview pour vous montrer bien sûr que ça a été toute une partie dans la preview que je vous invite à aller lire avec plus de précision pour être un peu plus exhaustif. Du coup, l'aspect défensif, on y vient, on le sait. CJ McCollum, on en a parlé, pas du tout une réassurance du côté défensif. Brandon Ingram, c'est toujours une difficulté, d'autant plus si la partie playmaking lui incombe en premier lieu, et forcément il aura beaucoup plus de poids offensif, donc plus de difficultés à donner de l'énergie de ce côté-là du terrain. Et Zion, on l'a vu, les fois où il a joué en NBA, qui malgré tout reste un faible échantillon, on a vu que défensivement, il n'était pas vraiment concentré de ce côté-là du terrain, c'est le cas de le dire, alors que en NCAA, il avait quand même un gros potentiel à ce niveau-là, qu'il n'était loin d'être ridicule, avec notamment une très forte présence dissuasive en protection d'arceau, en faisant parler ses capacités athlétiques, que l'on connaît tous, bien évidemment. Est-ce que quand même, on ne peut pas imaginer une progression de Zion Williamson dans le domaine? Si ce n'était pas le cas, est-ce que Herb Jones seul pourrait faire la différence? Quels sont les autres profils défensifs du roster? C'est aussi pour ça que je trouve que Herb Jones en 3 est intéressant, pour avoir au moins 2 options défensives dans le 5, un petit peu comme ça pouvait être fait en playoffs face au Suns avec José Alvarado à la main, et avoir Herb Jones en 3 sur le poste d'ailier, profiter aussi du fait qu'il puisse switcher sur plusieurs profils pour pouvoir avoir au moins 2 profils défensifs dans le 5. C'est vrai que à côté de ça, il n'y a pas énormément, voire pas du tout de profil dans le roster pour de la rim protection classique du côté de ces Pels-là. Je ne sais pas ce que vous en penserez, les fans des Pels dans le chat. Ce que je pourrais imaginer, et là ce qui va être intéressant de voir, c'est peut-être des jeux encore une fois avec les rotations. On peut peut-être imaginer du Zion Williamson et Jackson Hayes en même temps dans la raquette pour avoir deux aides sur la rim protection, peut-être. Alors c'est des idées vraiment à tester, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Donc c'est pas forcément viable ou quoi, c'est vraiment, je dis ça en mode, il faut essayer des choses. On sait que Larry Nance Jr. aussi est un profil défensif qui peut être intéressant. Donc il y a des choses à imaginer. Et plus globalement, on va rentrer dans tout ce que... Et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette équipe des Pelicans, et ce que j'attends énormément, c'est que il y a plein de choses qu'on peut penser, notamment aussi sur la seconde unit. Et on va venir à quelque chose de plus philosophique avant que je vous donne la parole dans le chat, pardon. Le problème va être certainement défensif pour cette équipe des Pels. On l'a vu, il y a des profils très bons défensivement. On l'a M. Jones qui fait une saison incroyable de ce côté-là du terrain la saison passée, notamment aussi en playoff, et c'est très réassurant d'avoir un profil comme ça. José Alvarado aussi. Il y en a encore d'autres, Larry Nance Jr., voilà. Malgré tout, il va falloir penser peut-être à l'équilibre de l'équipe, avec une question aussi sur la profondeur du roster, et peut-être que offensivement, la force de frappe d'un Brandon Ingram et d'un Zion Williamson se suffit à elle-même. Peut-être que l'intérêt, ce serait plutôt que de jouer avec et CJ McCollum et Brandon Ingram et Zion Williamson, c'est peut-être d'en placer un en seconde unit pour pouvoir, avec notamment, je pense, Jonas Valanciunas, réussir à, quoi qu'il arrive, seconde unit ou 5 majeurs, réussir à marquer énormément. Parce que pour réussir à se qualifier en playoff directement, sans passer par la case play-in, parce que je pense que c'est pas un objectif irréalisable et trop lointain pour ces Pels-ci, je pense que ça peut être intéressant si on veut viser un objectif pareil, je pense que en pariant uniquement sur l'offense, ça va être très difficile de l'atteindre. Il faut un minimum défensif. Est-ce que l'objectif du coup, ce serait pas pour les Pels d'être à peu près dans les 20e au defensive rating, en tout cas ne pas descendre en dessous? Si on arrive chez les Pels à être dans ces eaux-là et avoir une top 10 offense, normalement l'objectif est à peu près rempli. Pour ça, en fait, je pense que
bah, il faut déjà garder toujours des pièces défensives dans le 5, mais aussi je pense que l'apport offensif de la seconde unité doit être constant et sûr, et je pense qu'en fait c'est une des franchises qui peut très clairement faire ça. Alors, c'est toujours une de mes idées de faire ça, c'est très certainement toujours un petit peu utopique parce que les places en seconde unit sont souvent très marquées par l'ego des joueurs, et donc un CJ McCollum, est-ce qu'il acceptera d'être benché et d'être meneur de la seconde unit? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, sans aller jusque-là, on peut imaginer plein de staggers, c'est-à-dire le fait que de ne pas aligner les gros titulaires ensemble pour justement étaler leur temps de jeu sur seconde unit, 5 majeurs, etc. et qu'il y ait toujours au moins une des 3 grosses forces offensives sur les terrains. Moi, je pense aussi à Jonas Valanciunas. Je pense que Jonas Valanciunas est très intéressant en tant que joueur, playmaker intéressant, en tout cas qui sait créer du décalage, etc. Même en tant que pivot, qui peut s'écarter du cercle, et donc potentiellement viable avec un Zion aussi. Néanmoins, je trouve que ça fait encore un trou défensif potentiel. Alors, il reste correct, hein, mais encore une fois, c'est quand même pas le meilleur défenseur qui soit, et il peut beaucoup se faire piéger, notamment sur les situations de pick and roll, sur les drives et autres choses comme ça. Sur l'homme, il est correct, mais il y a peu de pivots qui jouent sur l'homme en NBA, c'est peut-être le partie défensive la moins intéressante. Donc, est-ce que ce serait pas intéressant de le placer en seconde unit et d'avoir son apport là, de ce côté-là du terrain? Bref, j'ai un peu donné toutes mes idées. J'espère que c'était pas trop le foutoir. Parce que je suis très hype sur cette équipe, parce qu'il y a plein de choses à imaginer, comme vous le dites. Donc je vais vous lire dans le chat, parce que vous nous donniez plein de petites idées, etc. Et on va du coup pouvoir en débattre un petit peu avant de passer à la suite. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop brouillon, mais il y avait beaucoup de choses à dire, à imaginer et à lancer en termes d'idées. Tac, tac, tac. Alors j'essaye de revoir où j'en étais resté. Voilà, donc ça j'avais déjà lu. Zion, c'est une inconnue du côté du défensif du terrain, j'imagine. Lorenzo nous dit 5 majeurs qui sera a priori CJ, Herb, Ingram, Zion, Jonas pour lui. Un 5 intéressant. Moi encore une fois, je trouve que ça manque de défense et je trouve que ça manque d'initiation offensive pour la seconde unit. Mais je vois tout à fait effectivement que l'aspect sûr, c'est le 5 que tu as donné, donc CJ McCollum, Herb Jones, Brandon Ingram, Zion et Jonas Valanciunas. Je pense effectivement que c'est le 5 par défaut. J'espère, ça c'est vraiment d'un point de vue neutre, de fan qui veut juste voir des choses différentes. J'espère qu'on aura des expérimentations un petit peu autres. Kiyoki nous dit, je pense que je suis un peu trop haut sur la défense de Herb, mais je pense que ça peut être un joueur du calibre de Kawhi défensivement. Je suis pas sûr que tu sois si haut que ça à ce niveau-là. Je pense que c'est de ce calibre-là. On peut-être même peut-être un petit peu moins fort sur l'homme, mais peut-être un petit peu plus switchable aussi, et donc peut-être encore plus valuable dans notre époque de la NBA actuelle à surveiller, mais il est possible qu'il ait progressé dans le domaine. On parlait de Zion, je pense. Ace peut avoir ce rôle, mais nous dit what the fuck baby. Voilà, c'est un petit peu... je suis assez d'accord. C'est que dans l'idée, il y a ce rôle-là. Est-ce qu'il peut le faire de manière consistante? Ace, le rôle de protection d'arceau, même en seconde lame, rien n'est moins sûr. Kiyoki nous dit, je suis d'accord avec toi, les rotations vont être très importantes, il y aura forcément des minutes avec Herb en 3. Lorenzo, en rim protection, Larry Nance, c'est pas trop mal. Effectivement, Larry Nance Jr. est un autre profil intéressant à faire jouer dans ces rotations sur le front court. Tac, 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 en small ball potentiel, avec un Zion en 5, on a beaucoup parlé de Zion en 5, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Valanciunas, ça peut être une idée de moyen terme pour Eno, c'est-à-dire, tu veux, Jérémy, qui nous demande ça, tu veux le trader en termes d'assets? Je comprends pas trop une idée de moyen terme. Dis-moi, il faut que tu me précises ça. Je n'ai jamais été d'accord avec Kyo, mais je suis assez d'accord, je suis pas d'accord pour le coup. Stagger toi-même. Merci. Yo les gars, un peu late comme d'hab, mais bon, on prend en cours, pas de soucis. Tom, bienvenue à toi, toujours le bienvenu, toujours un plaisir de te retrouver. Je suis d'accord avec toi, ça pourrait être intéressant, mais je pense qu'on peut oublier ça. Alors, ça va être l'intérêt, moi, de ces pèses-là. Est-ce que le coaching va inventer des choses ou pas? Est-ce qu'on va rester très classique? J'espère qu'on aura des choses. Jonas en défense, ne me lancez pas, nous dit what the fuck baby boy. Voilà, donc on voit quand même que j'ai pas tapé loin, bien évidemment. Question de la mort qui tue, fan des pèses, vous échangeriez Zion contre la certitude d'avoir Wemba? Oh, très intéressant. On sort un petit peu de la preview et je lirai les réponses. Alors, tout le monde dit... non, donc voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. Sous leur Zion, ils ont toujours été under de leur over-under. Pourquoi ce serait la bonne
cette année? Très bonne question de la part de Tom. Ce sera le 5 par défaut, mais les premières rotations arriveront vite, nous dit What the fuck Baby par rapport aux 5 classiques tout à l'heure qu'on citait, bien sûr. CJ, Herb, Ingram, Zion, Valanciunas. C'est vrai que si on a un début, un starting 5 de cet acabit, mais qu'ensuite les rotations arrivent finalement assez vite, peu importe vraiment quel 5 finit ou quoi, enfin quel 5 débute, pardon, l'intérêt aussi c'est de vite switcher, vite faire les rotations, et en fait finalement dans le jeu, qu'est-ce qui ressort, bien évidemment. Oui, par rapport aux 5 classiques. Tac tac tac. Question de roster, je pense, nous dit Tom sous l'ère Zion. Moi je pense surtout, c'est ce que je disais un petit peu par rapport tout à l'heure à Brandon Ingram. Moi j'ai tendance à, alors ça attend confirmation. Ça va être l'année de la confirmation pour Brandon Ingram dans ce cap-là. Je trouve qu'il a passé un cap sur la création collective la saison passée, Brandon Ingram, et je pense que c'est quelque chose qui impacte énormément le potentiel plancher. Je pense que c'était quelque chose qui manquait avant à la franchise, et je pense qu'avec ça déjà il y a un plancher un petit peu supérieur. Ensuite, sous l'ère Zion, il y a aussi le fait qu'il y a quand même un changement en termes de personnel malgré tout sur l'ère Zion, puisqu'il y a maintenant 2 ans que Zion jouait. On n'avait pas encore des rookies aussi impressionnants défensivement, et notamment Herb Jones. On n'avait pas CJ McCollum en force de frappe à l'arrière. Trey Murphy 3, qui est une gâchette, ne faisait pas encore d'apparition autant que la saison dernière il a pu en faire, et notamment en playoff. Enfin, je trouve qu'il y a quand même... il y avait Jrue quand même. Effectivement, c'est vrai, il y avait Jrue. Il y avait, est-ce que Lonzo était encore là? Il me semble. What the fuck Baby qui dit ce qui manquait c'était surtout la stabilité. Les hot takes sur Herb sont spicy. Ah là là. Effectivement, on s'enflamme peut-être un peu. Saison rookie, très jeune joueur. Malgré tout, il a tellement montré des choses incroyables que c'est difficile de ne pas s'enflammer. En tout cas, je parle pour moi. Lonzo, oui, était là du coup. Tom nous rassure. Je sais pas du coup, c'est vrai que c'est pas une franchise que je regardais beaucoup à cette époque-là, j'avoue, mon mea culpa, donc je laisserai les fans des Pels répondre. Seulement Jrue, mais le reste c'était dégueulasse, nous dit Kyo, et du coup c'était peut-être limité en cela. En tout cas moi je trouve que il y a vraiment des choses à créer. Alors dans le chat, on tempère mes aspirations à des essais de coaching incroyables. Vous avez très certainement raison. Hein. Vous avez très certainement raison. Moi, je suis toujours du côté très expérimental du spectre à ce niveau-là. Et malheureusement, c'est rarement comme ça que ça se déroule. Parce que si, je pense que bon, les coachs en place ont beaucoup plus de choses à penser là-dedans, et notamment les gestions d'ego et plein d'autres choses comme ça, les gestions de vestiaire et autres, qui souvent rendent impossible certains moves que j'aimerais voir réalisés. Mais Kyo qui quand même nous dit non, pour le coup, Willie Green a énormément déjà testé. Donc, une potentielle... moi, je pense que voilà... Les Pels, je vais suivre la saison, très clairement. Il a déjà fait des 5 avec que des ailiers. Voilà, donc non, mais moi je vais voir ça du côté des Pels. Je pense qu'il y a des choses à inventer. Et encore une fois, je ne sais pas si vous serez d'accord. Je pense, pour revenir à une conclusion, peut-être pour finir, parce que après il faut que j'aborde Portland, bien sûr. Mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, il y a vraiment cet équilibrage à faire dans le déséquilibre. Puisque a priori défensivement il y aura quand même une difficulté intrinsèque à ce roster avec 3 forces de frappe qui sont CJ McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson. Zion Williamson qui pourrait montrer bien sûr une amélioration à ce niveau-là, mais de là à réussir à faire monter le plancher de la franchise, ça reste un gros si, un gros what if. Donc restons mesurés. Si la franchise devait galérer défensivement comme on l'imagine, est-ce que l'intérêt ce serait pas offensivement de réellement réussir à maintenir un très haut niveau d'offensive rating? Et pour ça, est-ce que ce serait pas intéressant de jouer sur les rotations pour que à chaque fois il y ait forcément une des 3 menaces sur le terrain, ne pas tant jouer que ça sur l'aspect trio sur le terrain en même temps, surtout que je pense que par exemple un CJ McCollum, qui certes n'aura pas d'initiation, mais si Brandon Ingram
réussi à continuer d'initier comme il l'a fait la saison passée. À côté de Zion, on peut très bien imaginer un Trey Murphy pour absolument spacer le terrain et être une gâchette à 3 points parfaite. Je pense que ça peut s'interchanger sans trop de difficultés. Et voilà, réussir à maintenir un niveau en fait de seconde unit très fort pour pouvoir marquer, que ce soit dans la première et la seconde unit, ne pas avoir de baisse de régime à ce niveau-là et réussir à atteindre le top 10 offense en tout le temps en réussissant avec bien sûr en gardant au moins 2 options défensives sur le terrain, le 20e defensive rating, une chose comme ça, en tout cas pas descendre en dessous pour ne pas vraiment subir et galérer un petit peu plus au classement. Voilà un petit peu ma take sur ces Pels là avec encore une fois une grande richesse de profils et des choses à imaginer pour pourquoi pas essayer de passer outre le manque de rim protection. Et je pensais, on l'a dit, avec les associations, pourquoi pas, de Larry Nance Jr. et Zion Williamson, de Jackson Hayes et Zion Williamson, plutôt que Jonas Valanciunas qui pourrait, là encore, poser problème défensivement. Voilà un petit peu tout ce que je pensais de ces Pels-là. Je vous lis une dernière fois dans le chat, et on va devoir malheureusement s'arrêter là. On aurait pu encore débattre là-dessus, et je vous invite bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas pu être présents dans ce live, à commenter sous les commentaires de la chaîne YouTube. Bien évidemment, on peut relancer le débat là-bas. Ce sera avec grand plaisir au vu de la hype que j'ai vis-à-vis de l'équipe. Ouais, il n'a pas peur de modifier ses rotations, nous dit Lorenzo. Donc ça, c'est très très bien, un très bon signe. Je suis très content que vous m'apportiez ce genre de précision. Ça me réconforte dans l'espoir que je peux avoir vis-à-vis de ce genre de rotation et de move. Herb Jones, je crois en lui depuis qu'il a battu le basilic de Harry Potter. Je ne l'aurais pas, celle-ci. Tom qui nous dit Memphis est l'équipe que les Pels pensent être sur le papier. Ah ouais, Tom qui s'y met lui aussi. Tom qui s'y met lui aussi. Attention, Guillaume qui a commencé avec une pique. Tom qui conclut avec une pique d'ailleurs. Parfait, parfait. C'est bien, un petit peu de rivalité. Moi, ça, j'aime beaucoup. En vrai, déjà fait les playoffs, ce serait une victoire. Passer un tour me paraît lointain. Ils sont pas top 4 de leur conférence. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Je trouve que l'objectif des playoffs, ce sera une toute autre histoire. Réfléchir en termes de match-up playoff et défense playoff et tout autre. On aura le temps d'y repenser. Qu'ils puissent se qualifier, et même se qualifier sans passer par le play-in. Voilà, ce sera 2 objectifs en soi, avec vraiment l'objectif parfait d'y aller sans le play-in. Ce serait déjà une grosse réussite. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est ce qui s'est passé l'année dernière avec Jonas, CJ et Ingram. Franchement, je pense pas que ce sera si mauvais défensivement. Après, je suis peut-être délu. Oh, on verra. C'est-à-dire que il y a des profils, il y a peu d'équipes. Il y a soit des profils très défensifs, soit des profils très offensifs et pas du tout défensifs. Donc, est-ce que est-ce que l'équilibre sera trouvé? Et après, il y a vraiment ce problème de manque de rim protection qui est quand même souvent très pénalisant. Donc, disons que les signes avant-coureurs ne sont pas pour une très forte défense. Je pense, nous dit Kyo, que l'objectif sera de retrouver les playoffs. On reste une équipe jeune qui a encore des défauts assez visibles pour pouvoir parler de nous comme de possible. Contender, je nous vois capable de passer un tour en fonction de l'adversaire. Voilà, mais en tout cas, et je pense que c'est ça le message de Guillaume à la base, c'est que effectivement, la projection pour l'instant ne se fait pas en termes de comment construire le roster, comment adapter le roster en fonction des playoffs. On n'en est pas encore là. On va se dire que l'accès aux playoffs déjà de manière pérenne sur les plusieurs années, c'est l'objectif. Et forcément, commencer cette année pour ces Pels-ci, qui vous l'aurez compris, sont très enthousiasmants. En tout cas, m'enthousiasme moi et le chat, bien sûr, avec beaucoup de fans des Pels, que je remercie beaucoup pour tous leurs messages et toute votre expertise, vos ajouts qui nous sont très profitables à nous. Encore une fois, c'est tout l'intérêt de ces previews augmentées en live. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui regarderaient sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Twitch. Le lien est dans la description, bien sûr. C'est tous les soirs de la semaine. Souvent 18h30, 20h, parfois 21h, 22h30. Voilà, vous venez, vous nous suivez sur Twitter pour vous tenir au courant. Et on sera très heureux de vous accueillir dans le chat.